Bonjour à tous, ici Kerr, bienvenue sur la chaîne YouTube Cult & Click. Je suis avec Big B et on est là pour vous parler du nouvel épisode de Game of Thrones. L'épisode 5 de la saison 6, un épisode qui a beaucoup fait parler, notamment parce qu'il a leak 24 heures en avance sur internet à cause de HBO Nordic. Et quoi ? Mais juste avant de parler tout ça, on va déjà vous préciser que Cardell n'est pas là, non pas parce qu'il est décédé, comme cette photo pourrait le laisser penser, mais tout simplement parce qu'il est en vacances. Et le deuxième truc qu'on voulait vous dire, c'est qu'il y aura Fear the Walking Dead cette semaine, mais en retard. Voilà, ça c'est pour les abonnés. Et le troisième petit truc en news flash, c'est que cette semaine, Game of Thrones va être divisé. En fait, on a réfléchi et on va changer un peu la manière dont on parle de Game of Thrones. On va faire vraiment une vidéo qui va être très spécifique sur la review de l'épisode et les quelques théories qui en découlent. Et surtout, on va faire une nouvelle vidéo, parce que les vidéos de Game of Thrones commençaient à faire plus longtemps que l'épisode lui-même. Et donc, on va faire une deuxième vidéo qui est spécifiquement sur la preview de l'épisode suivant, que du coup, on va voir. Mais pour ça, vous la verrez demain. Alors, globalement, sans rentrer dans le détail, qu'as-tu pensé de cet épisode 5, mon cher Big B ? Énorme, un truc de ouf. Moi, j'ai adoré cet épisode. On en a rapidement parlé pendant le live de l'émission mardi soir à 19h. Le truc, c'est que j'ai l'impression que Game of Thrones est rentré dans une autre dimension. On sait que Game of Thrones a toujours été une très bonne série, mais c'est peut-être une série qui a eu cette hype, cette force, surtout parce qu'elle a ces morts successives qui, du coup, crée le buzz, etc. Plus une certaine qualité des dialogues, costumes et tout. Enfin, mais globalement, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne lui mettraient pas la palme de meilleure série de l'année parce que, tu vois, l'histoire a moins d'enjeux émotionnels que telle autre série ou que telle autre série. Et là, je trouve que Game of Thrones est en train de prendre une autre dimension avec ces derniers épisodes. Cette mort de Hodor elle est tellement réussie. On se dit, on s'est fait violer le cerveau depuis 6 saisons sur le Hodor de ce personnage. C'est simple, mais ça fonctionne tellement bien. Enfin, voilà. Le résumé, c'est putain, mais je veux du Game of Thrones comme ça toutes les semaines maintenant. Je suis d'accord avec toi, l'épisode est très réussi, la scène avec Hodor est vraiment brillante. Après, c'est vrai que ça ouvre des portes à des choses qui me plaisent pas trop, mais on avait déjà parlé sur la relation avec le passé et ce que peut faire Bran sur le passé. Après, il y a il y a quand même la révélation de qui sont les marcheurs blancs, ça c'est vraiment hyper intéressant. Il y a beaucoup de personnages qui sont absents de cet épisode, notamment tout ce qui est Port-Réal, Dorne, encore une fois. Alors, Dorne, ils ont complètement disparu. Je pense que les acteurs de Dorne signent pour 1 ou 2 épisodes par saison et puis basta. Mais ça sous-entendrait peut-être qu'on est en train de les oublier parce qu'il va se passer un truc de ouf en fin de saison. Ouais, je pense aussi qu'ils vont revenir de manière assez violente. On revoit... Sous-préfète. On revoit Sous-préfète, on revoit aussi Arya. Arya, ça avance pas des masses. Si tu fais à ce point-là dans le détail, faisons zone par zone. Bah, on va commencer par Arya, justement. J'avais commencé, tu penses quoi de cette scène avec Arya, qui a une nouvelle cible, une personne... Alors, ça la touche... mon avis, c'est qu'en fait, comme ce sont des comédiens qui notamment se moquent de son père, de Ned, elle va avoir du mal à laisser de côté l'affect pour être une tueuse vraiment hors pair pour le dieu multiface, quoi. Moi, ce que j'en pense, c'est qu'elle a rien à faire là, quoi. Ça y est, qu'elle se casse, c'est dommage, elle a échoué sa classe, elle doit redoubler, elle doit reprendre des études auprès d'un nouveau maître qui va lui apprendre à tuer. Mais là, j'ai l'impression qu'elle est dans un endroit qui est négatif pour elle. Elle est pour apprendre à venger tout le monde, il va falloir qu'elle apprenne à ne pas vouloir de se venger de tout le monde. Elle va devoir peut-être jouer sa vie à s'empoisonner elle-même pour pouvoir changer de visage. Franchement, je décroche vraiment sur Arya. Les sévices qu'elle est obligée d'endurer alors que ça reste une gamine, qu'elle a eu beaucoup de coups durs, je vois pas qu'est-ce qu'elle va y gagner dans ça.
Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est je persiste et signe sur ce que j'ai dit l'épisode suivant, l'épisode précédent, que en fait, Arya, elle est moins expérimentée tout de suite en saison 6 qu'elle ne l'était en fin de saison 5. Soit c'est une pirouette scénaristique dommage, ou alors ça cache quelque chose qu'on découvrira plus tard. Oui, je suis d'accord. Moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter sur Arya. Du coup, je te propose d'aller directement sur Daenerys, Tyrion et compagnie, du côté de Meereen. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, Daenerys, bon, il n'y a qu'une scène, c'est pour le départ de Jorah. C'est une scène qui est touchante, puisque en fait, ça y est, Daenerys pardonne à Jorah pour tout ce qu'il a fait. Jorah lui dit clairement que oui, il est amoureux d'elle, il était temps. Et je pense que c'est une surprise pour tout le monde, on n'avait pas compris. Là, Jorah est à l'article de la mort, il a une mission pour Daenerys, et en plus c'est vraiment elle qui lui demande, donc là il va vraiment être motivé, il a finalement un nouvel objectif dans sa vie, Jorah Mormont, c'est de trouver un remède à ce qui le pourrit. De son côté, Daenerys, on la voit partir avec tous les Dothraki, de la capitale des Dothraki, qui est la seule ville d'ailleurs, là où elle met le feu, c'est la seule ville des Dothraki, eux qui est un peuple de nomades. Donc là elle part avec tout le monde direction Meereen, où à Meereen, justement, il y a cette scène avec la prêtresse rouge qui déstabilise Varys, mais au final, ça a pas. C'est potentiellement une nouvelle alliée pour Daenerys. Et moi, l'utilité de cette scène, à mes yeux, c'est juste qu'elle a apporté une prêtresse rouge du côté de Daenerys, alors qu'il y en a déjà une du côté de Jon. Et du coup, il va y avoir le dieu du feu des deux côtés. Mais j'ai pas trouvé que du côté de Daenerys et du côté de Tyrion ça avançait de manière aussi bluffante que du côté du nordique de Westeros. Parce que déjà ça a avancé de manière bluffante l'épisode précédent, déjà peut-être. Oui, bien sûr. Alors juste pour revenir 2 secondes sur Jorah, j'ai effectivement trouvé que cette scène était très touchante et déjà elle dit va trouver un remède, etc. Et on sait que ce remède existe. Vu que la fille de 100% Stannis, eh bien, avait donc cette maladie sur le visage et qu'elle a été arrêtée. Donc on sait au moins que peut-être qu'il n'y a pas de remède à proprement parler, mais qu'il peut ne pas en mourir et que ce soit stoppé. Donc moi j'ai envie de dire, c'est rare qu'il y ait des indices comme ça qui soient mis dans Game of Thrones et que ce soit pas réutilisé après. Donc moi, j'ai envie de croire en fait, au périple de Jorah où il trouvera non seulement un remède, mais aussi peut-être des alliés. Pourquoi pas trouver des alliés dans les hommes de pierre qui sont reclus dans l'ancienne cité de Valoran, si je ne me trompe pas. Et ça pourrait être intéressant. Il y a ensuite, tu parlais de la nouvelle prêtresse rouge. Effectivement, ça apporte pas grand-chose, cette scène. Sauf que direct, en fait, en disant à Varys tout ce qu'elle dit, elle se place tout de suite comme quelqu'un qui va être plein de connaissances, de pouvoir, et elle est tout de suite intimidante. Moi, je me suis quand même fait la réflexion que Varys et Tyrion sortent de Port-Réal où c'est devenu un bordel de ouf à cause des religieux. Et qu'est-ce que fait Tyrion dans sa propre ville de Meereen ? Il voit qu'il y a des religieux qui sont en train d'attiser des fanatiques. Et il en sait rien, lui, qui a les fanatiques à Je pense que Varys n'est pas au courant de ce qui se passe à Port-Réal. Il a perdu ses oisillons. Moi, je pense pas qu'il soit coupé à ce point-là de Port-Réal. Je pense pas non plus. Au point de ne pas savoir que Cersei a fait la marche de la honte, etc. Et donc, en fait, Tyrion voit qu'il y a des fanatiques chez lui qui sont vachement respectés par le peuple. Et d'un seul coup, il va faire pareil. Il va mettre des fanatiques elle est toute seule, mais en après... haut du truc. Elle est pas toute seule, parce qu'on sait qu'il y a plein de prêtresses rouges là-bas. Il y a aussi un truc, c'est qu'elle arrive, comme tu dis, avec ses connaissances. Qui, jusqu'à présent, avait des connaissances ? C'était Tyrion et Varys. C'est-à-dire que quand Daenerys va arriver, potentiellement, la prêtresse rouge peut prendre la place qu'occupent en tant que conseiller Tyrion et Varys. Et là, ça peut être une vraie concurrence pour les deux. Là. Ouais. Leur utilité n'est plus... Ils ne sont plus indispensables. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et en plus, elle fait team femme. Tu vois, avec... Non, parce que Cersei avec Missandei a quand même un rapprochement avec Missandei qu'elle n'a pas avec... Daenerys, tu veux dire. Daenerys, pardon, avec Missandei a des liens qu'elle n'a avec aucun de ses autres conseillers masculins.
Le truc, c'est que je pense que voilà, on nous introduit un personnage, donnons-lui 1 ou 2 épisodes, et puis il va se passer des trucs, à mon avis, assez intéressants. On peut enchaîner derrière. Avec John et Sansa. Ouais, du coup, avec même Littlefinger et Alors, Sansa. justement, parce que Littlefinger, il y a beaucoup de choses à dire sur lui dans cet épisode. Alors, déjà, restons sur John et Sansa. Non, on va commencer par Littlefinger, sinon on n'arrivera pas à mon argument. Littlefinger qui rencontre Sansa. Alors déjà, si vous connaissez un petit peu la carte de Westeros, pour aller donc de Château Noir aux Airiers où il était l'épisode d'avant, il faut traverser l'intégralité du territoire des Frey. Pas des Frey, des Bolton. Si tu regardes, ça fait déjà 2 saisons qu'il ne fait que se téléporter. Ah ouais, il se téléporte, mais alors vraiment avec la carte, c'est impressionnant. Soit il a pris la mer, mais alors comment expliquer que Sam ne soit toujours pas arrivé ? Ne te perds pas dans les détails. Tout le monde a compris que voilà. Sansa, elle met 6 épisodes, 10 épisodes pour faire un voyage que Littlefinger fait en un demi-épisode. Voilà, exactement. Donc Sansa l'accueille en le rejetant assez justement en disant tu m'as mis dans les pattes de Ramsay qui m'a violé pour mon mariage. Soit tu es un imbécile qui ne connaît rien à rien, soit tu es un ennemi. Lequel des deux es-tu ? Parce que je n'ai besoin d'aucun des deux. Exactement, mais je pense qu'en fait, Littlefinger est au-dessus de la mêlée. On le sait déjà, c'est lui qui a tué Arryn, donc qui était la main du roi. Il a été impliqué dans plein de coups bas depuis le début de la série. Et là, je pense que c'est lui qui est en train d'organiser l'intégralité du conflit dans le Nord. Pourquoi ? C'est lui qui dit à Sansa que le Silur, donc Brandon Tully, l'oncle de Catelyn, et a repris Mais des Tully. Il a repris Vivseg. Ça, c'est vachement important comme info. Parce que ça veut dire qu'il y a une guerre ouverte entre les Tully et les Frey. Parce qu'on n'a pas vraiment... dont on n'a jamais entendu parler. Voilà, et on n'a pas vraiment ça dans le livre, c'est un peu différent. Il donne cette info, donc... Enfin, on n'a jamais entendu parler de ça de manière aussi précise. Ouais, parce clairement. Il y a des sous-entendus à 2-3 moments. Surtout qu'on le voyait dans le trailer, la bannière des Tully. Donc on savait qu'ils allaient être dans la saison. En ayant cette info, même si Littlefinger est chassé, en ayant cette info, Sansa, tout de suite, part avec Jon et toute la clique, direction Vivseg pour s'allier avec les Silures, et potentiellement s'opposer aux Frey. Donc là, le conflit qui est sur les Bolton est en train de se mettre sur les Frey, qui est finalement le plus gros clan allié des Bolton. Donc c'est vachement important ce qu'a fait Littlefinger là-dessus. Et il a fait autre chose aussi dans cet épisode, c'est qu'il commence à semer le trouble, la zizanie entre Sansa et Jon, quand il lui dit c'est son armée. C'est pas ton armée, c'est la sienne. C'est son armée, et surtout, il lui dit que ce n'est qu'un demi-frère, et il sous-entend que peut-être que Jon serait enfant d'une autre famille importante. Donc on vous renvoie vers notre vidéo Qui est Jean Neige, où on pense qu'il est Targaryen. Maintenant, est-ce que ça va vraiment changer des choses pour Jon ? Moi, j'ai pas l'impression que ça va changer des choses pour Jon en lui-même. Par contre, pour la manière dont les gens vont voir Jon, ça va changer les choses. Ouais, et je pense que là, ce qu'essaye de faire Littlefinger, c'est-à-dire de rester très proche de Sansa en l'éloignant un petit peu de Jon, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Par contre, il y a une grosse théorie sur Littlefinger qui est quelque chose qui est lié à l'épisode précédent. Et je vais en parler maintenant parce que comme on parle de Littlefinger, la fameuse lettre rose reçue par Jon, envoyée par Ramsay, ne pourrait peut-être pas avoir été écrite par Ramsay, mais par Littlefinger, qui lui-même inviterait donc Jon et Sansa à partir en guerre contre Ramsay avec cette lettre très clairement menaçante. D'ailleurs, dans l'histoire, il y a déjà eu des cas où, par exemple, Napoléon III s'est fait avoir par une fausse lettre qui lui avait été envoyée et qui a fait qu'il a déclaré la guerre à la Prusse. Et derrière, il a perdu contre les marchands blancs. Non, il a perdu contre la Prusse, mais pas contre les marchands blancs. Donc, c'est un cas historique, les lettres de guerre, de menaces, etc., qui poussent finalement des seigneurs à partir en guerre. Ça, c'est tout à fait possible. Autre possibilité, c'est qu'en fait, ce soit Littlefinger qui, avec les Humble, aurait invité donc, le clan des Humble, hein, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Alors en fait, c'est Humble en français et Humber en anglais. D'accord. Les Humble donc, a donné Rickon à Ramsay. C'est peut-être Littlefinger qui est derrière ça également.
Et pourquoi est-ce que je dis que la lettre a été écrite par Littlefinger? Est-ce que le chômage aussi est dû à Littlefinger? Non, mais je t'explique pourquoi. Je pense que le cancer est dû à Littlefinger. La théorie sur Littlefinger et la fameuse lettre, c'est que la lettre insiste énormément sur le come and see. Que dit Littlefinger à Robin Arryn dans l'épisode, quelques scènes avant? Il lui dit come and see, j'ai un cadeau pour toi. Ça n'arrive jamais que Littlefinger dise un truc dans la série qui n'ait pas une importance. C'est un détail qui potentiellement peut être important. On l'entend à 2 reprises dans l'épisode, le come and see, la lettre de Ramsay et Littlefinger qui le dit à Robin. Ok. Donc, complotisme. Peut-être que Littlefinger est derrière tout ça. Il chapeaute tout. Dans quel but? On le découvrira plus tard. Et alors, je termine juste le truc. De se taper Sansa in fine en roi du Nord. Non, mais peut-être. Et peut-être. C'est même pas une vanne. Hein, à chaque fois qu'il fait un truc, on a l'impression que c'est dans tu vois, plus ou moins dans cet amour blessé de Catelyn. Mais justement, je voulais revenir sur. Il y a quelque chose du bouquin que peut-être les créateurs de la série vont insérer rapidement. Voilà, faut pas que je vais pas spoiler. Ça se passerait du côté des Tully. Si on arrive du côté des Tully, étant donné qu'il y a le personnage de Ian McShane qui a fait des déclarations sur son rôle dans la série, je vous laisse aller voir ce qu'il a dit. Il est possible que ce soit un truc qui concerne Littlefinger et j'en dirai pas plus parce que sinon c'est un spoil. Mais c'est la première fois dans la série où je sens que c'est possible. Parce que comme l'action a l'air de se déporter de Château Noir, qu'on ne devrait d'ailleurs plus voir dans la série, en tout cas pour un bon moment, pour aller du côté des Tully, il n'y a plus personne à part Ed Château Noir, ça va être l'endroit, le point d'entrée des marchands blancs. Oui, donc on est sûr qu'on va le revoir. Pas avant un moment, je pense. Dernier truc sur cette partie-là, l'humour entre Tormund, Fléau d'Ogre et Brienne. Ça, alors c'est gras, mais qu'est-ce que c'est drôle. Là, c'est vraiment drôle. La scène où il la regarde à cheval et Brienne qui fait... C'est vraiment, vraiment super drôle. C'est le côté humoristique qu'on reprochait à la série qui est en train de devenir vraiment, vraiment stylé. Donc voilà, maintenant, je pense qu'on peut passer du côté de Bran. On peut passer le gros morceau du côté de Bran. Alors en fait, je t'ai pas envoyé, putain, con que je suis, je t'ai pas envoyé les... Alors déjà parlons des marcheurs blancs. Donc on voit donc la naissance des marcheurs blancs. Et alors surtout, on a ce plan vu du ciel où on voit donc il y a l'arbre où est attaché l'homme. Tu sais où je vais? Oui. Et donc où ils mettent donc le couteau pour le transformer en marcheur blanc. Donc qui sont-ils? Donc ce sont les enfants de la forêt. Donc une des espèces les plus ancestrales c'est surtout des humains de Westeros. Les enfants de la forêt? Non, les marcheurs blancs, ce sont des humains. Oui, mais les enfants de la forêt qu'on voit là, donc c'est une autre espèce qui, quand les hommes sont arrivés à Westeros, se sont retrouvés envahis par les humains. Donc on découvre. Donc ça, comment est-ce qu'on le sait? On le sait parce que ça a été dit dans plusieurs encyclopédies de Game of Thrones que George R. R. Martin a adoubé. Ensuite, il y a le fait que donc ce sont eux, donc on découvre qu'ils ont transformé certains hommes en marcheurs blancs pour aller... en fait, tout simplement mener le conflit, on suppose, en tout cas, à leur place. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi est-ce que ces marcheurs blancs se sont retournés contre les enfants de la forêt. Donc, pourquoi est-ce qu'ils veulent se défoncer les hommes? Bon, ça, c'est compris, mais pourquoi là, ils tuent tous les enfants de la forêt? Ça, c'est peut-être plus une question qu'il faut se poser. Il y a également, pourquoi est-ce que maintenant, d'un seul coup, vu qu'ils n'ont pas l'air d'avoir un pouvoir supplémentaire à avant, qu'est-ce qui fait que maintenant, ils ont envie d'aller marcher sur les terres des hommes? Winter is coming, moi, ça fait vachement longtemps qu'il devrait arriver. Il n'est pas arrivé. Et il n'y a plus de saison maintenant. Et il n'y a plus de saison. Ça, et donc, en fait, le truc, c'est que pour revenir 2 secondes sur ce moment où les enfants de la forêt transforment le marcheur blanc, on voit, donc il y a ce plan vu du ciel, on voit qu'il y a une quantité de menhirs qui sont mis tout en rond autour de l'arbre. Et en fait, cette manière donc, de mettre les différentes pierres autour de l'arbre, donc comme ça en cercle, on l'a déjà vu à plusieurs reprises dans la série. On l'a vu dans l'épisode 1, quand il y a quand on voit que les hommes sont capturés, découpés, on voit qu'il y en a plusieurs dont les cadavres sont découpés et refont la même forme. Et on le voit également un peu après. Alors, je ne sais plus quand est-ce que c'est.
Pas quand il y a les marcheurs blancs qui attaquent la garde de la nuit? Ouais, et puis tu sais, tu as, je crois que c'est pas trop longtemps après que Sam les ait croisés. Tu sais, il revoit encore une fois les pierres. Donc en fait, ça déjà, ça nous laisse sous-entendre que les marcheurs blancs, non seulement donc sont les enfants des enfants de la forêt, mais surtout ont appris à le faire tout seuls, comme des grands, à transformer d'autres hommes On l'a déjà vu ça. en marcheurs. On a déjà vu le roi des marcheurs blancs. Coucher juste le bébé, etc. Mais on savait pas de quelle proportion il créait des vrais marcheurs blancs. Donc voilà, c'est, j'ai envie de dire, bon, en fait, on nous résout un mystère, mais qui répond pas à la vraie question. Pourquoi est-ce qu'ils veulent défoncer tout le monde? J'espère encore une fois que ce n'est pas juste pour dire, bah ouais, en fait, ils sont méchants et ils font des méchancetés. Si c'est ça, franchement, ce serait vraiment dommage et ce serait tellement... Mais pourquoi est-ce qu'ils ont tué les Contre enfants le- de la forêt? Parce que ce sont leurs créateurs. Ce sont les enfants de la forêt qui leur ont donné ce pouvoir, certes, mais qui aussi leur ont pris leur vie d'humain. Ils ont encore la conscience. Moi, je suis marcheur blanc, je suis devenu marcheur blanc à cause d'espèces de bonsaï Non, on a sur l'impression- pattes. Je les zigouille. Hein. On a presque l'impression qu'en fait, ils s'en foutent des enfants de la forêt. Ils veulent foncer sur la corneille. Et donc, c'est l'homme dans l'arbre et sur Bran. D'ailleurs, ils tuent pas ils tuent pas l'enfant de la forêt. Hein. Non. Enfin, eux, personnellement, non. Non, Attends. c'est elle qui se suicide. Non, tu dis... la dernière, ouais, mais il y en a une qui se prend quand même un joli coup d'épée. Ah ouais? Ouais, J'ai pas- et qui pas saute en attention. éclats. Donc, ils tuent la corneille, etc. Donc, on sait que s'ils font ça, c'est parce qu'ils devraient se sentir menacés par nos amis de la corneille et de Bran. Mais de quelle manière? Je ne sais pas. Parce que leur secret est révélé. C'est pas Et alors? Eh ben oui, mais si tu sais qui c'est à l'origine, eh ben t'es quand même vachement bien avancé. Bon. Non, dans les faits, ça Après, avance il y a pas, un mais- truc qu'a dit... alors, moi, je me suis quand même posé la question de dire, OK, au moment où Bran, tu vois, touche l'arbre, il voit le truc avec Odor, bon, on parlera d'Odor dans 2 secondes, bah, c'est super, mais en fait, il a aucune info pour combattre les marchands blancs. Sauf que, un des showrunners, Damien Weiss, a dit... En fait, il a fait un commentary de la scène, et il a dit qu'au moment... C'est Dan Weiss. Dan Weiss. Au moment en fait où donc notre ami Bran touche l'arbre avec la corneille, il y a tout un moment où on ne les voit pas. On ne voit pas. On n'est pas dans le monde avec Odor. Ils sont tous les deux, tu sais, avec les rétines, etc. Et en fait, Weiss à ce moment-là a annoncé que c'était parce que la corneille uploadait un peu à la Matrix son savoir dans Bran. Dans Bran, ouais. Tu avais compris toi? Ouais, il a fait une copie de sa garde. Oui, j'ai compris. Moi, j'avais pas compris. Si j'avais pas regardé le Non, j'avais pas commentary, compris. je l'aurais pas compris. Surtout que, en fait, on les voit pas, on les voit, et puis quand on les voit, on voit qu'ils sont en train de vivre le flashback pour Odor. Je pense que c'est pas très clair, donc bon, on en parlera dans la vidéo de demain, vu que c'est en rapport avec la preview. Mais je pense qu'il va y avoir, il va y avoir des C'est informations même que dans la Bran vidéo d'aujourd'hui. va- Parce que c'est une va journée lâcher, spéciale demain. Game of Thrones. Regardez, ouais, c'est lâche. Donc, du coup, est-ce que tu as des trucs à rajouter sur nos amis les Bah marchands non, blancs maintenant on peut passer sur Odor. Donc cette révélation de Hold the Door pour Odor. Ce que j'en ai pensé, c'est que Odor, c'était pour à peu près tout le monde un des personnages les plus attachants de la série, parce que simple d'esprit, parce que extrêmement attachant. C'est le gentil géant. Voilà, c'est le gentil géant. Et en fait, on le voit dans les visions de Bran, on le voit tout à fait normal. Et on comprenait pas pourquoi il était devenu Odor. Et là, on comprend, et c'est la double peine. C'est-à-dire que Odor est mort au présent, et sa mort au présent a eu un impact sur sa vie passée, puisqu'il est devenu Odor, il est devenu simple d'esprit. Et je trouve que c'est d'une grande cruauté pour un personnage qui est incroyablement attachant. Et le fait de le voir sortir de la série, même si on le voyait au final très peu, parce qu'il a été complètement absent de la saison 5, puisque Bran n'était pas là, Odor non plus, mais ça reste un personnage qui aura beaucoup contribué au succès de Game of Thrones au début, pendant les 4 premières saisons, parce que les mèmes avec Odor, parce que Odor ça faisait rien, etc. Il y avait ces fameuses pages de livres de Game of Thrones où il n'y avait que des Odor décrits, etc.
Et c'est un personnage majeur de la série qui est sorti. Et franchement, c'est vraiment touchant. Surtout que la musique est très bien choisie sur ce moment-là. Donc c'est une grosse perte pour la série. Maintenant, ça pose la question de qu'est-ce qui s'est passé, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même assez flou, cette scène-là. C'est-à-dire que Bran prend le contrôle, intervient sur le Hodor du passé pour reprendre le contrôle du Hodor du futur, etc. C'est compliqué quand même tout ça. Alors, ouais, déjà, pour répondre sur la partie émotionnelle, effectivement, je trouve que c'est une des morts les plus touchantes de Game of Thrones. J'ai été autant ému que par la mort de Oberyn, alors que Oberyn, c'est un personnage que je kiffais, etc. Puis il y a une mort, on s'y attend pas, elle est violente et tout. Moi, et j'étais sous le choc. Si je peux rebondir sur ce que tu dis, moi, il y en a qu'une mort qui est au-dessus, c'est la mort d'Ygritte. La mort d'Ygritte dans la série est un petit peu loupée, mais alors dans le bouquin, j'avais incroyablement les boules. D'ailleurs, j'ai jeté le bouquin de rage. Avec le truc, tu ne sais rien, Jon Snow, le dernier truc qu'elle lui dise. Vraiment les boules. Là, ouais. Et donc le truc, c'est que... Et puis elle est belle, elle est sobre, il le fait, c'est pour qu'il puisse s'échapper, machin. Mais bon, effectivement, après, putain, quelle vie de merde. Hein. Et donc, quand on se pose la question de quelle vie de merde, le truc, c'est que... Alors, là, quand tu dis c'est flou, effectivement, parce que ça veut dire qu'en fait, la corneille dit le passé est écrit à l'encre sèche, donc tu peux pas le changer. Mais alors, en fait, s'il peut pas changer le passé, mais que c'est dans le passé qu'il a transformé en Hodor, notre ami, est-ce que ça veut dire que le présent aussi est écrit et que c'est un destin dont il ne peut pas s'échapper ? Donc en fait, là, j'ai l'impression que la série s'est piégée. Moi, je ne voulais pas. On ne voulait pas les voir voyager dans le temps. Et parce qu'on pensait que ça allait être un beau bordel et qu'il ne fallait pas ouvrir des portes de. Non, en fait, Brad va dire à Bran plus jeune quoi faire pour sauver tout le monde. Et ça, c'est pas possible. Ça, on le sait maintenant. Et ça n'arrivera pas. Et donc, en fait, la série s'est piégée dans une autre contreprétrie. Tout ce que va faire Brad, c'est que des trucs qui sont déjà arrivés. Et en fait, tout est sur un destin. Et si en fait le destin, c'est que tout le monde meurt des marchands blancs, tout le monde mourra des marchands blancs. Il n'y a plus de libre arbitre. Tout a été déjà joué. Tous les gens qui sont morts, ça sert à rien. Le truc, c'est que la série, elle se bloque un peu trop. Et en fait, là, tu vois, entre tout l'un ou tout l'autre, elle est en train d'osciller entre les deux. J'aime pas du tout le doute que ça fait planer là. Alors, Déjà, Game of Thrones, le passage, tu sais, dans le tout science-fiction, qui au fur et à mesure, je pense qu'il était compliqué, elle a réussi à le faire. Mais alors là, le côté fantasy, le côté science-fiction, là, ça m'inquiète. Hein, parce que c'est vraiment un truc qui risque d'être hyper casse-gueule et j'ai pas envie qu'il fasse une série de ouf qui se pète la gueule sur ça. Moi, je pense que Bran peut agir sur le passé. On l'a vu avec Hodor, mais je pense qu'il ne l'a pas refait. Parce que sinon, s'il venait dans le passé pour se dire à lui-même de ne pas tomber de la tour, par exemple, ou d'ailleurs de ne pas y monter, ça serait déjà le cas. C'est-à-dire que dans la série, dans la saison 1, il ne monterait pas à la tour. Vu qu'il est déjà intervenu. Hodor, Bran est intervenu dans le passé. Hodor, toute la série, on l'a connu avec les conséquences. Alors, attends, le truc, c'est qu'il faut voir aussi que quand Bran veut voyager tout seul, sans l'aide de la corneille, il ne le fait que dans le présent. La première fois, parce qu'il n'avait pas d'expérience, mais c'est obligé que par la suite, il y arrive. On verra, mais le truc, c'est que là, tout de suite, ce qu'on voit, c'est que la corneille pouvait l'aider à faire voir des visions un peu partout, mais que lui, tout seul, il a eu la vision du marchand blanc. Après, on est à peu près sûr. Sur ce canapé, on est à peu près sûr qu'il va avoir une vision pour voir qu'est-ce qui se passe après la tour de la joie. Dans la tour de la joie. Après le combat. Ouais. Après le combat de la tour de la joie. C'est d'ailleurs aller regarder la vidéo sur le combat en sabre laser du tour de la joie, il est ouf. Tapez ça sur YouTube ou je l'ai envoyé sur mon compte Twitter. Le truc, c'est qu'il y a... On sait qu'il y a 2-3 moments clés, etc. Mais après, Bran, j'ai envie de dire, on peut en parler plus, mais grâce à la preview qui est sortie. Et donc ça, c'est dans la vidéo suivante. Ouais, mais je pense vraiment que Bran, par contre, là où je te rejoins pas, c'est qu'il peut agir quand même sur le présent.
C'est-à-dire qu'avec les connaissances qu'il va choper dans le passé, il va pouvoir agir sur le présent. Mais dans le passé, à mon avis, il va plus agir dessus. J'aimerais juste rajouter un truc avant de nous dire au revoir, c'est qu'il y a quelque chose dans cet épisode qui se passe et qui, pour une personne qui a juste regardé la série, a finalement un côté un petit peu triste, mais sans plus. Par contre, c'est quelque chose qui, à mon avis, a déchiré le cœur de beaucoup de lecteurs du livre. C'est la mort d'Été, le loup géant de Bran. Été était peu présente. Enfin, c'est un mâle, je crois. Un mâle, il me semble. Le loup était peu présent dans la série. Par contre, dans le livre, Bran étant un Zoman, c'est quelque chose qui est très développé. Et Bran utilise énormément son loup. Et on le voit beaucoup dans le livre. Peut-être plus que Fantôme. Si moi, lecteur du livre, tu m'avais demandé quel est le loup vraiment qui m'a le plus marqué, c'est incontestablement Été. Et la mort d'Été dans ce combat où le loup se jette contre les zombies et on l'entend hurler, ça m'a scié, mais vraiment ça m'a coupé les pattes, quoi. Je me suis dit mais non, pas Été, enfin il est pas mort comme ça. Par contre, petit truc, alors peut-être que je m'emballe, mais on entend Été hurler un coup, Bran s'en va et on entend de nouveau Été. Peut-être qu'Été n'est pas mort. Elle prend super cher. Hein. Ouais, elle prend super cher, c'est mon espoir. Mais par contre, pour un lecteur du livre, la mort d'Été, c'est vraiment une grosse douleur. Et alors, peut-être pas autant que celle d'Odor, parce que celle d'Odor est très très bien mise en scène. Mais puis c'est quand même un personnage qui, même pour le lecteur, c'est un personnage très attachant. Mais la mort d'Été, c'est quand même quelque chose qui marque vraiment. Ok, bon, on se retrouve tout de suite maintenant, demain, dans la petite vidéo de l'analyse de la preview de Game of Thrones. Il se passe des choses assez marrantes dans cette preview, mais on en parle dans la vidéo suivante. Ciao! Bisous, abonnez-vous, partagez la vidéo, c'est comme ça que ça aide la chaîne. Et on se retrouve demain, je l'ai déjà dit, mon Dieu, mais je me répète. Est-ce qu'il y a eu un voyage temporel, une boucle? Je ne sais pas. En tout cas, on se retrouve demain, abonnez-vous à toutes. Putain, je l'ai redit, est-ce qu'on est dans une boucle temporelle? Je ne sais pas. À toutes